On est samedi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas et peut-être qu'en Belgique, vous voulez offrir des cadeaux ou en tout cas des cadeaux de Noël si vous cherchez éventuellement, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aime le basket. On a peut-être des petites idées. Il y a des promos en ce moment chez Basket Session. Vous n'aviez pas vu venir cette intro spéciale marketing promotion de la boîte. Mais pour le coup, il y a vraiment des promos en ce moment chez Basket Session, Théo. Ouais, on vous a proposé effectivement des offres de Noël. On a aussi sorti une lithographie, c'est la lithographie spéciale 20 ans de Rivers, sur laquelle vous retrouvez l'intégralité des couvertures de tout ce qu'on a produit, exception faite du MOOC numéro 17, parce que cette lithographie avait été réalisée avant. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'on a fait du premier numéro avec Mustapha Sonko jusqu'au MOOC numéro 16. Il y a même GOAT, il y a même une saison en enfer. Donc tout ça, vous pouvez trouver sur notre boutique en ligne. Et juste un petit mot, parce que malgré tout, on a bien conscience qu'on vous sollicite beaucoup en cette fin d'année. On sait qu'on n'est pas les seuls à vous solliciter. On sait aussi que les fêtes de fin d'année, c'est pas forcément les plus simples pour tout le monde, que les temps sont durs. Donc voilà, sachez aussi qu'on a bien conscience de tout ça. Et que bien sûr, non seulement on vous tiendra pas rigueur de pas acheter chez nous, on a aussi à cœur de pas être un élément de plus dans le consumérisme actuel. Juste pour que vous sachiez, vous savez, les MOOC maintenant ne sont plus disponibles en kiosque, ils sont uniquement disponibles à la commande chez nous. C'est des éditions limitées. Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, la première raison, c'était une raison financière. Effectivement, être en kiosque n'avait aucun sens pour des petits éditeurs comme nous, mais il y avait aussi une volonté éthique et écologique de ne produire que ce qu'on peut vendre. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est positionné de cette manière. Donc, voilà, sachez que si jamais vous avez les moyens et l'envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un qui aime bien le basket, vous pouvez venir chez nous. Par contre, voilà, vous sachez aussi qu'on a conscience du fait que cette époque n'est pas forcément simple pour tout le monde. Shai, on va Oh, te le laisser la blanc, j'ai parole. tué l'ambiance. Ouais, On va ouais, non, refaire mais là-dessus, c'est ce que je vais faire une fois de Après plus. ce magnifique speech très engagé. je suis en Merci, train Théo. d'enlever mes chaussettes si vous voulez tout savoir. Voilà, c'est ça, les coulisses. Trop d'informations. Trop beaucoup trop d'informations, Antoine. Pardon. On va effectivement commencer. Je me joins à ce qu'a dit Théo, évidemment. Et je vous remercie une nouvelle fois pour toutes les questions que vous nous envoyez. Parfois, je leur dis, mais parfois, il n'y a même pas de questions dans vos mails. C'est juste des messages pour nous remercier pour ce qu'on fait, simplement pour partager un peu des choses et continuer comme ça parce que ça fait plaisir. Même si ça fait beaucoup de choses à lire, on est toujours très content de vous lire. Voilà. Première question, elle nous vient de Dafoul. Sans vouloir faire dans la redondance, puisque chaque samedi c'est la même chose, merci de rythmer nos journées comme vous le faites, avec votre bonne humeur et aussi cette pointe de légèreté que j'aime tant. Je serais d'ailleurs d'avis de laisser Antoine divaguer plus souvent, que ce soit sur son amour des villes de seconde zone comme Roanne, sa passion pour les sports alternatifs comme le ping-pong, ou encore son admiration pour le grand disjoncté Murray. Mais bref, passons, une question m'est venue la semaine dernière en vous écoutant. Est-ce que l'objectif d'économie à grande échelle des Celtics aurait été le même sans la blessure de Jason Tatum? Mais surtout, je me demande le choix qui aurait été fait si la blessure ne concernait pas Tatum, mais Jaylen Brown. Les Celtics auraient-ils tenté de performer sur la saison? Auraient-ils finalement fait les mêmes choix? Et surtout, vous, qu'en pensez-vous? Antoine pourra en profiter pour laisser libre cours à sa pensée sur le niveau de Tatum qu'il chérit tant. Je sais pas pourquoi tout le monde pense que je trouve plat Tatum quoi. Il est fade comme mec. C'est vraiment pas la star que je l'ai défendu parce que je trouvais qu'il était injustement, qu'il était sous-estimé Tatum à l'échelle NBA. Mais sinon c'est vraiment pas le joueur qui me fait particulièrement vibrer, hein, Jason Tatum. Je vraiment pas. Chaque semaine, les gens pensent que tu as un joueur différent. Ouais, mais parce qu'en fait des fois je défends des mecs quand je trouve qu'ils sont pas jugés de mon point de vue à leur juste valeur, à la fois des fois en positif, des fois j'en descends d'autres quand je trouve qu'ils sont un peu j'ai vachement temporisé sur Ja Morant super vite non, ça sent la douille et Tatum, je trouve qu'il y avait un espèce d'acharnement bizarre sur lui. Pour moi il a toujours été le meilleur joueur des Celtics, mais bref, ceci étant dit, la question est ultra intéressante. Si Tatum s'était pas blessé, qu'il y avait eu Tatum et Brown, je pense que les Celtics seraient quand même dégraissés un petit peu. Est-ce qu'ils auraient dégraissé autant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait eu Porzingis et Jrue Holiday, les trades des deux? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question, mais je pense qu'il y a au moins un des deux qui serait... Ah, attends. Les Celtics sont sortis en demi-finale de quand il serait conf. sorti parce que Ouais, si c'était pas blessé, tu sais pas exactement forcément quand il serait sorti. Même exactement. Si Est-ce qu'ils auraient perdu contre les Knicks? Ouais. Peut-être, hein, Ouais. les Knicks étaient partis pour battre Boston, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'implications en fait à une non-blessure de Tatum.
C'est vrai, t'as raison, on est obligé de se replonger sur les playoffs. Du coup, la question est difficile d'y répondre si on parle pas de blessure de Tatum. Maintenant, si c'est Brown qui se blesse à la place de Tatum, je pense qu'ils font grosso modo la même chose. Euh, Éventuellement, peut-être ils sont un peu plus actifs sur le marché pendant l'intersaison, mais je pense qu'ils font grosso modo la même chose et que tu aurais une équipe qui est là encore très compétitive sans être forcément en mesure de jouer le titre, quoi. Alors, si Tatum s'était pas blessé, euh, imaginons que Tatum soit pas blessé et que les Celtics soient pas champions. Je pense qu'ils étaient quand même pas forcément partis pour être champions, même avec Tatum l'an dernier. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Je sais pas s'ils auraient cherché à dégraisser ou s'ils auraient cherché à combler les failles qui ont fait qu'ils n'auraient pas été champions, en fait. Donc, je me dis qu'il y a une possibilité. Je pense il y aurait eu des ajustements, mais je ne sais pas si la volonté aurait été exclusivement de dégraisser, mais pas plutôt de réajuster. Alors, peut-être pour préparer un petit peu la suite, mais pour pouvoir avoir une meilleure chance de gagner cette année. Parce que si Tatum n'avait pas été blessé, les Celtics avaient les moyens de mettre sur le terrain une équipe contender, je pense. Si ça avait été Brown et pas Tatum, je partage ton avis, Antoine, dans le sens où je pense que dans tous les cas, Boston se serait dit que c'était pas possible de jouer le titre cette année, et les implications financières, vu le coût qui était celui de leur effectif, était trop important pour qu'ils puissent se dire c'est pas grave, on va continuer à payer très cher une équipe, même si on sait qu'on ne pourra pas être champion. Donc je pense qu'ils auraient dégraissé dans ce cas-là, je pense qu'ils auraient quand même cherché à dégraisser, même si ça n'avait pas été Tatum qui avait été blessé. La question, c'est de savoir s'ils auraient autant cherché à dégraisser. Ça, je sais pas. Peut-être que c'était pas les deux qui bougeaient malgré tout. C'est ça, parce qu'il y a toujours eu ce petit côté, et même Brand lui-même l'a dit, hein, qu'il a senti qu'il n'était pas l'enfant préféré de la famille. Et est-ce qu'ils auraient eu la même certitude de revenir très fort avec si ça avait été Brand qui avait été blessé? Ça, je sais pas. Je pense que depuis le titre, depuis le MVP des finales, depuis tout ça, sa cote en interne, elle est quand même remontée. Là, il y a une direction différente aussi, faut le dire. On peut peut-être moins anticiper et prévoir ce qu'aurait fait cette direction par rapport à la précédente, mais bon, de toute façon, là, les choses sont comme ça et c'est pas lui qui est blessé. C'est lui qui a l'occasion aussi de se montrer cette année et ça reste intéressant de le voir enfin dans ce contexte-là, même si personne d'entre nous, je crois, imagine vraiment Boston aller loin cette année. Après, tu disais en interne, Shai, finalement, en interne, j'ai l'impression que ça a toujours marché. C'est vraiment de l'extérieur, finalement, que ils ont souvent été opposés, Tatum et Brown. Il n'y a même jamais eu vraiment de... Avec Brad Stevens, Brown en a reparlé il n'y a pas longtemps. Il disait que ça le saoulait d'être toujours un peu dans les discussions de trade et que même en interne, il savait qu'il était proposé ou en tout cas envisagé dans un package. Tu vois. C'est comme ça qu'il avait un peu vécu le truc pendant une période et il s'est adapté et finalement, il s'en est remis. Il a dit qu'il n'avait pas bien vécu un moment en tout cas. Non, ça je le comprends, mais je veux dire, tu sais, les oppositions supposées pour le leadership de l'équipe entre Brown et Tatum, finalement, il y a rien de substantiel qui étaye ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de cette équipe créée par des gens de l'extérieur, que ce soit notamment les médias, sur un peu le schéma un peu absurde de savoir qui est l'alpha, qui est le lieutenant. Mais au bout du compte, j'ai l'impression que ça a tout le temps marché, non? Moi, je pense que oui. Mais après, Shai, il parlait pas vraiment de ça. Shai, il parlait pas de l'opposition Tatum. Il était plus sur la vision qu'à l'intérieur de la franchise pouvait y avoir sur Brown et que du coup, depuis. Après, moi, je sais pas, est-ce que sa cote, elle a remonté depuis le MVP des finales? Enfin, j'imagine que oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme disait Théo, même si peut-être qu'il a été dans les rumeurs, ils sont jamais passés à l'action. Ils l'ont jamais échangé contre Kevin Durant. Après, c'est sûr qu'ils en ont discuté. Ils n'ont pas discuté d'un trade de Tatum. Ils ont discuté des trades de Jaylen Brown. Mais là, si demain Giannis il voulait aller à Boston, il discuterait d'un trade de Jaylen Brown. Hein. Je pense qu'il n'y aurait aucun Jason suspense. Tatum, potentiellement. Ça, je pense pas maintenant. Ça, je pense pas, moi non plus. Parce qu'il a atteint une espèce de statut d'intouchable, tu vois, que n'a toujours probablement pas atteint Jaylen Brown, que ce soit juste. Moi, je pense que 99% des joueurs sont touchables. En gros, ils sont tous, sauf 5 peut-être. Et même parmi les 5, on a bien vu que finalement, même dans les 5, il y en a un qui pouvait bouger. Donc, c'est des intouchables. Alors, je dis pas, hein, moi, je retire rien à Jason Tatum, mais je pense que je suis pas sûr que Boston. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit fermé à écouter quoi que ça soit. Si tu prononces le nom de Jason Tatum, il raccroche immédiatement. Je pense que comme et c'est vrai de toutes les équipes, quoi, de toutes les équipes. Ouais. Notamment si c'est une équipe comme Milwaukee, si c'est Denver qui appelle, si c'est OKC qui appelle.
Je pense que ils écoutent. Je dis pas qu'ils le font, mais je pense qu'ils écoutent. On verra peut-être hein, si au sein de la nouvelle direction, il y a un mec qui aime vraiment beaucoup Yanis et qui n'a pas trop d'atomes crochus avec l'un des deux qui est déjà là. On verra. C'est la NBA, elle peut toujours nous surprendre. Question suivante de Fabien, question un peu longue, un peu détaillée. Alors ça commence par une question simple. Quelles sont les stars absentes dont l'absence est un vrai plus pour leur équipe? Je m'explique. Cela arrive régulièrement année après année depuis toujours, quand l'absence d'une ou plusieurs stars ou joueurs majeurs, l'équipe en question enchaîne des bons résultats, un bon run, un jeu qui shift vers d'autres joueurs et qui s'aère, devient plus attractif ou efficace, des options 2, 3 ou 4 de l'équipe se révèlent et passent un cap, une défense plus solide et une attaque plus variée et efficace, et parfois la sensation depuis l'extérieur que l'atmosphère s'est allégée. Il est tentant dès lors de sauter sur la conclusion « telle équipe est meilleure sans bidule ». Assez souvent, sauter à la conclusion est une mauvaise idée. L'embellie ne dure pas forcément, la star revient et refait passer un cap à son équipe. La conclusion hâtive paraît 2 semaines plus tard un peu ridicule. Que l'absence de Wembanyama ait permis d'upgrader certains aspects du jeu des Spurs, oui, et que cela puisse être capitalisé pour la suite, oui, mais il ne viendrait à l'idée de personne, je suppose, de dire que les Spurs sont meilleurs sans Wembanyama. La question n'est pas anodine car de sa réponse découlent des perspectives, des trades, un basculement d'hierarchie de l'équipe, un basculement du projet. Je vous soumets donc une liste de cas et dites-moi si, selon vous, il faut le classer dans oui, c'est mieux sans la star ou non, conclusion hâtive, arrêtons les bêtises. Donc il y a quelques situations que je vous soumets. Vous n'êtes pas obligé de développer, hein, ça peut être juste bah non, évidemment que non ou évidemment que oui. Ça commence avec est-ce que Miami c'est mieux sans Tyler Hero? Non. Non. Non aussi, je pense que c'est assez clair. Il est très bien revu. Tyler Hero, on n'a pas beaucoup parlé, mais je trouve que son retour a été plutôt pas mal. Notamment en vue des playoffs. Notamment en vue des playoffs. Ouais. Philadelphie, est-ce que c'est mieux sans Joel Embiid? On parle de niveau de jeu. Non, en fait. C'est ce que si c'est Joel Embiid en pleine possession de ses moyens, non, c'est pas mieux. Ouais. Si c'est sans Joel Embiid blessé qui fait la gueule, non, en fait, même non, en fait. Ça, sur ta dynamique globale, c'est peut-être plus simple de faire sans lui, mais si tu dois jouer un match, tu préfères avoir Joel Embiid. Enfin, je pense. Moi, pareil, je pense que Philly, c'est pas mieux sans Joel Embiid. La question, c'est plus est-ce qu'aujourd'hui, tu serais plus serein si cette page elle est tournée et que tu sais que tu n'as plus cette question de savoir est-ce que ses genoux vont tenir, etc. Mais c'est toujours mieux d'avoir un mec de 2m13 qui sait faire tout ce que sait faire Joel Embiid. Mais si c'est un mec de 2m13 qui peut jouer un match sur 3 et qui a cette situation contractuelle, ce statut, si c'est le Embiid actuel, en tant que fan des Sixers, je serais presque plus serein de tourner la page et de passer à autre chose et de me concentrer sur Maxi, Edgecombe et compagnie. Après, oui, évidemment que le joueur en lui-même, Embiid même à 50%, ça rend l'équipe théoriquement meilleure, mais tout ce qu'il y a autour et l'attention que ça génère, moi, je serais pas très loin de dire des Sixers sans le Embiid actuel, sans la situation autour d'Embiid actuellement, ce serait peut-être mieux. Mais bon, après, peut-être que les gens, c'est logique qu'ils aient de l'affection pour Embiid et qu'ils aient envie qu'avec ce qu'il a fait déjà pour la franchise, ça continue. Mais moi, je serais assez tenté de dire oui, en fait. Ben, pour moi, il y a un petit bémol, parce que effectivement, si c'est Embiid à 50%, là, je me pose vraiment la question, parce que là, pour le coup, je suis pas sûr que ça soit mieux d'avoir Joel Embiid s'il est à 50% de ses moyens, parce que ça veut dire qu'il va quand même avoir besoin de toucher le ballon un certain nombre de fois. C'est-à-dire que tu vas pas pouvoir jouer sur le même rythme que le rythme sur lequel tu pourrais jouer s'il était pas là. Donc non, là pour le coup, je pense que je serais plus tenté de dire c'est mieux de jouer sans Joel Embiid que de jouer avec Joel Embiid à 50% en saison régulière. Si c'est un match de play-off, encore une fois, c'est un petit peu différent. Mais ouais, là, c'est une question qui est hyper importante, en fait, je pense. Ouais. Atlanta, c'est mieux sans Trae Young? C'est le plus dur. Je trouve que c'est le plus dur, pareil. Je m'attendais à ce qu'il arrive, parce que, à ma grande surprise, pour le coup, je serais tenté de dire oui. Mais je vais quand même tempérer. Parce que, effectivement, ça marche très bien sans lui. Effectivement, l'équipe a une identité défensive qu'elle ne peut pas avoir totalement si c'est le Trae Young qu'on a vu jusqu'à présent. Et malgré tout, je pense, et c'est ce que tu disais Antoine tout à l'heure sur la question des playoffs, que si tu dois jouer en playoffs, tu as besoin d'un joueur comme Trae Young. Et je ne parle pas simplement de son statut en fait, et de l'étiquette superstar, parce que ça, je pense que c'est vrai de la plupart des stars, en fait, qu'en playoffs, tu as quand même besoin d'une star et qu'il y a des choses que tu peux faire en saison régulière sans, qui sont plus possibles en play-off. Mais notamment quand je regarde les Hawks, et j'aime vraiment bien cette équipe, tu vois qu'il leur manque un joueur capable de naviguer dans des petits espaces avec la balle, jouer des pick and roll face à une grosse défense,
être dans la création, même quand il n'y a plus vraiment d'espace très ouvert. Et en fait, dans leur équipe, les Hawks sont pas ça. Jalen Johnson est un très bon créateur, mais il n'a jamais vraiment besoin de jouer dans ce type de situation. Et je ne suis pas sûr qu'il ait la tenue de balle et le savoir-faire pour faire ça. Et derrière lui, il y a un décrochage qui est hyper important. Le premier mec qui arrive derrière, il est très très loin dans sa capacité à faire ça. Nickel Alexander-Walker, que j'adore, il peut pas faire ça. Dyson Daniels, que j'adore, il peut pas faire ça. Zachary Rizaché, on ne le voit jamais en position de le faire, mais je pense pas qu'à ce stade de son développement, il sache le faire. Et donc là, par contre, Trae Young a vraiment un savoir-faire, je pense, qui est pas remplaçable par les autres joueurs de l'effectif. Moi aussi, je sentais qu'elle allait venir la question. Je pense qu'il ne faut pas être prisonnier là du moment. Si on est prisonnier du moment, on est tenté de dire oui. Et je trouve que l'échantillon du moment, il est quand même parlant pour ce que tu as dit sur la solidité défensive, sur l'espèce de plancher qui s'installe. On reprend nos fameux planchers, plafonds qu'on aime bien utiliser. Le plancher qui s'installe à Atlanta, notamment pour naviguer en saison régulière quand tu as besoin, quand il n'y a pas forcément de plan de jeu, quand le but finalement, c'est des fois d'aller un peu au talent et en jouant dur. Voilà, l'échantillon reste quand même encore petit, j'ai l'impression. Il y a un monde où les Hawks, c'est quand même meilleur avec Trae Young pour tout ce que tu as dit, et notamment, voilà, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit sur la configuration playoff. Mais la question, elle mérite de plus en plus d'être posée. Donc moi, je mettrais un ni oui ni non. Genre, rien n'est définitif, mais on peut pencher vers le oui. Moi aussi, mais du coup, ce qu'on redit à chaque fois depuis qu'il n'est pas là, on est obligé d'attendre en fait avant de livrer le verdict, parce qu'il y a la possibilité que ça fonctionne très bien et qu'ils se disent ah bon, en mon absence ils ont été comme ça, faut peut-être que je fasse certaines choses différemment, que ça tourne un peu d'une autre manière. Et là, ça fonctionnera peut-être. De toute façon, on va le savoir relativement rapidement quand il va revenir et avec sa situation contractuelle qui entre en ligne de compte aussi. À mon avis, ça va jouer. On le saura très vite. Donc moi, pour l'instant, je dis non, je dirais non, pas encore, mais ça peut pousser dans l'autre sens rapidement. Ça, c'est assez certain. Ouais, je vous rejoins tous les deux. Je pense qu'il y a un monde en fait dans lequel Trae Young peut se fondre là-dedans et avoir une vraie plus-value positive. Mais cette question-là, elle est complexe parce qu'elle est liée à sa situation contractuelle et elle est liée à sa volonté ou pas de vraiment bouger. De vraiment bouger dans le sens de se dire, bon bah, ces aspects-là, ces tâches de l'ombre, essayer faire plus d'efforts en défense, accepter de plus vite lâcher la balle, ce qu'il avait commencé un petit peu à faire malgré tout. Est-ce que je suis prêt à faire ce geste-là, donc à changer mon jeu, à m'adapter parce que c'est la meilleure solution pour l'équipe. Et moi, je pense que ce ne serait pas simplement la meilleure solution pour l'équipe. C'est pour ça que je ne vais pas du tout utiliser le terme de sacrifice. Je pense que ça serait aussi la meilleure solution pour lui, en fait. Pour lui de montrer qu'il peut être un joueur majeur et un élément de victoire dans une équipe ambitieuse. Mais ça demande de l'adaptation. Et là, on n'est pas dans les coulisses pour savoir, pour connaître son état d'esprit par rapport à tout ça. Mais comme toi, Shai, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a un monde dans lequel il peut revenir et même Atlanta joue encore mieux que ce qu'ils font en ce moment, quoi. Ouais. Orlando, est-ce que c'est mieux sans Paolo Banchero? Et Fabien précise entre parenthèses, pas la tête, Shai, pas la tête. Non, mais le mais, il est sur la configuration en fait. Orlando, ça marche mieux en ce moment parce que la balle, elle est répartie dans les mains de deux gars. Ils ont trois joueurs qui remplissent à peu près les mêmes rôles, Wagner, Banchero et Bane. Et là, ça marche mieux quand il n'y en a que deux. Tristan da Silva est bien moins fort que Paolo Banchero, mais il est dans un rôle beaucoup plus simple, qu'il s'agit d'étirer les lignes et de créer des espaces pour les autres. Et du coup, Wagner et Bane ont plus d'espace par définition pour jouer leur drive, et c'est ça qui fait que ça marche mieux. Mais dans l'esprit, c'est pas Banchero en soi, c'est plus la configuration. Et pour moi, l'une des clés de la saison du Magic, c'est quand Banchero revient, c'est d'oser jouer plus petit et de laisser des fois, de carrément des fois de faire jouer Banchero poste 5 que sur certaines séquences, que sur certains line-up, que pour cette saison en attendant une autre solution, en attendant éventuellement une progression à 3 points de Banchero et de Wagner, même si je pense qu'à ce stade, il faut arrêter d'y croire, et de trouver du coup suffisamment de séquences dans le match pour que tu puisses exploiter vraiment les trois. Et après, c'est pas très grave parce que souvent, tu vas en avoir que 2 en même temps sur le terrain. Et voilà, il y a des solutions, je pense. Donc, je dirais qu'Orlando n'est pas meilleur sans Banchero.
Je suis à 200% d'accord avec toi. J'aurais pas grand-chose à dire dessus parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu proposes et ça va être le taf du staff aussi de trouver comment faire marcher ça parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour moi que ça puisse pas fonctionner quand tu as des joueurs de ce talent-là. Banchero a énormément de talent. Je sais que c'est pas le chouchou des fans des stats avancées, de l'efficacité et tout ça, mais il y a trop de talent pour qu'il n'y ait pas des solutions, des formules qui fonctionnent. Donc moi aussi, peut-être que l'absence, ce que disait Fabien en préambule, parfois l'absence se permet de révéler des choses, d'autres joueurs, d'autres façons de jouer. Donc moi, je souhaite que ça aille dans ce sens-là. Voilà. Comme Young, lui, doit se poser des questions. Pardon, Théo, je te laisse la parole. Vas-y. Mais comme Young, lui aussi, doit regarder un peu. Après, voilà, lui, par rapport à Young, la différence, c'est qu'il pourra aussi se dire, mais moi, depuis que je suis arrivé, la franchise s'est relevée. Donc, je ne sais pas s'il aura la même. Je ne sais même pas si les dirigeants vont avoir le même regard de se dire, de le pousser un peu à lui dire, gars, faut que tu évolues ta sélection de tir, etc., que tu évolues un poil ton jeu et que tu gardes tes forces. Je ne sais même pas s'il y aura nécessairement ce discours. Pardon, Théo, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Je suis complètement d'accord. D'autant que moi, j'avais adoré Banchero avec Team USA en Small Ball 5. Il avait été excellent. Et moi, il m'avait bluffé en fait dans sa capacité à s'adapter et à jouer ce rôle-là. Et je pense que c'est un énorme atout en fait. Pour le coup, c'est même pas, tu sais, c'est même. Je pense que ça sera un atout pour lui de montrer qu'il peut faire ça. Je pense que Orlando aurait intérêt à trouver ça. Et là où je vous rejoins, c'est effectivement pour lui comme pour Young, tu peux pas simplement regarder ce qui se passe quand t'es pas là et te dire je vais revenir et je vais rejouer exactement de la même manière. Il y a des leçons à prendre. Et voilà, Banchero, c'est un joueur qui est jeune encore. Et je vais quand même, encore une fois, et j'ai vraiment rien contre Jamal Mosley, mais c'est au staff de trouver ces solutions-là quand même. C'est au staff de trouver et d'imposer ce type de situation. J'ai l'impression qu'Orlando quand même est une franchise stable. Quand je regarde l'effectif, j'ai pas l'impression qu'il y ait des joueurs qui soient égoïstes. Donc je pense vraiment qu'Orlando a une vitesse supérieure à laquelle ils peuvent accéder dès cette saison après le retour de Banchero. Je suis d'accord. Je trouve ça assez fou que Banchero ait toujours pas joué une fois ou presque. J'avais checké. Alors j'ai checké, c'était avant sa blessure. Il n'a pas joué Small Ball 5 une seule fois depuis le début de la saison. Ça me semblait dingue en fait. Quand tu vois qu'en plus les pivots d'Orlando c'est Bitadze et Wendell Carter, tu vois, c'est pas comme si tu avais des grosses minutes absolument à donner à ton pivot. T'as pas Mo Wagner. Tu peux tenter le coup sur des line-up. Ça ne doit jamais passer. Ça me surprend. Enfin bref. D'autant que c'est une équipe qui est grande. C'est-à-dire que Exactement. Tu peux jouer avec lui au Small Ball 5 et en fait, tu vas quand même avoir Franz Wagner qui est grand pour sa position, tu as Bane qui est hyper costaud pour sa position, tu as Anthony Black qui est hyper grand pour son poste, tu as toute une série... pareil pour Da Silva, Wagner... Qui joue extrêmement dur et qui compense son manque de taille par de la dureté. Donc tu peux vraiment le mettre sur le terrain. C'est pas comme si l'équipe était toute petite sortie de Banchero, quoi. Peut-être un peu plus random, Chicago, c'est mieux sans Kobe White. Parce qu'en fait, j'imagine que c'est parce que son retour à la compétition a coïncidé avec le cassage de gueule en règle des Bulls au classement. Je vais être plus bâtard. Je vais dire ça change rien en fait. Ouais, pareil. J'allais dire Kobe White, ça change rien. Plus, pareil. Par rapport aux autres mecs de cette liste, on n'est pas sur le même pedigree, quoi. Non, mais par contre, Kobe White ailleurs, peut-être que lui, il a besoin d'un petit changement de décor. Il serait pas mal en 6e homme d'une équipe. Un peu meilleur peut-être. Moi je trouve qu'il a le profil, un mec qui est capable de marquer beaucoup de loin, un peu microwave, peut-être juste un mec qui a besoin de changer de décor, mais c'est d'accord, je crois pas que ce soit son retour et sa réintégration dans l'effectif, parce que là il a joué 5 matchs et je crois qu'il est à nouveau blessé, là il a manqué les derniers. Je crois pas que ça ait changé grand chose. En fait, j'ai l'impression que Chicago, tu sais, parce que Fred Young avait fait toute une vidéo très détaillée pour expliquer d'un point de vue stratégique l'excellent début de saison des Bulls. Et en fait, il avait aussi ciblé pourquoi ça risquait de ne pas durer. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire ils avaient bien ciblé leurs forces. Ils ont commencé en ayant en plus une adresse qui était assez exceptionnelle. Et en fait, je pense qu'au bout de 2 semaines, toutes les autres équipes ont regardé ce qui se passait. On dit, c'est comme ça. Bon, maintenant, on sait quoi faire. Et puis c'est fini. Je pense que cette équipe, c'est un peu ce qu'on s'était dit, quoi. De toute façon, elle était mal foutue, quoi. Elle est mal foutue. Et pourtant, j'aime bien Boudzelis. J'aime vraiment bien... Guidi, il y a plein de bons joueurs en fait, même Kobe White, t'as raison, c'est cool quoi. Mais je la vois quand tu regardes le roster, je vois pas une équipe qui peut jouer quelque chose à l'aise. Je suis désolé. Donc au début de saison là, j'avais été bluffé comme tout le monde. Je me suis dit, si ça sauve, je suis pas complètement passé à côté des Bulls, à côté de leur coach. Il y a quelque chose que j'avais pas saisi. En fait, ils ont été rattrapés par la réalité, j'ai l'impression. Mais Kobe White, c'est pas un difference maker dans une équipe comme ça. Je pense pas.
Les Lakers, c'est mieux sans LeBron James? Non. Non. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup argumenter c'est pas mieux sans. Surtout s'il se met dans un rôle comme on le voit depuis qu'il est revenu. Voilà. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup besoin de développer, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Antoine, évidemment. Je pense que les Lakers sont à un trade d'un joueur de rotation de plus ou un marché buyout que tu signes, enfin un mec qui signe buyout, d'être une équipe qui sera pas championne, je pense pas. Ça, j'ai l'impression qu'en plus les Lakers peuvent galérer contre OKC, ils n'ont pas une assez bonne défense pour être champion, tu vois. Mais par contre, ils sont à un petit trade de commencer à faire flipper vraiment, vraiment. Parce que pour le coup, je trouve qu'une des manières pour battre OKC, il faut déjà savoir défendre, évidemment, mais il faut aussi avoir tellement d'attaquants différents qui fait que tu vois, tu peux tenir le choc malgré la présence de Cason Wallace, de Caruso, de Jalen Williams, etc. Les Lakers, c'est peut-être les seuls qui ont vraiment ça, quoi. Mais je sais pas si tu peux. Ouais, c'est vrai. Mais de l'autre côté, en fait, est-ce que tu peux vraiment embêter l'équipe d'OKC si tu les fais pas galérer un peu en attaque? Ouais, c'est Et ça, faut que tu les Lakers, fasses. Ouais, ouais, ça, faut que tu aies une bonne défense. Ouais. Ils ont pas, là, ils ils ont sont pas pas ça. du tout Ouais. armés pour. S'ils mettent leurs Ouais. 3 meilleurs joueurs sur le terrain, déjà, ils partent avec un désavantage défensif Ouais, tout c'est de ça. suite, en fait. Donc, Le dernier, Memphis, un peu moins abominablement dégueulasse sans Ja Morant. Et en plus, ça, pour le coup, on a un échantillon large vu qu'il est souvent absent. En fait, ça dépend de où on situe Ja Morant aujourd'hui. Là, tout de suite, le Ja Morant qui n'a pas envie de jouer et qui n'est pas capable de se plier à une autre philosophie, c'est pas pour tout mettre sur son dos d'ailleurs. Je pense qu'il y a du tort des deux côtés, hein, au passage. Ça me semble clair que les Grizzlies sont meilleurs sans lui parce que c'est plus serein, ça joue plus dynamique et c'est un peu plus imprévisible. Maintenant, et c'est pas pour rien qu'on a répondu non ou presque à chaque question. Des mecs qui ont un talent comme ça court pas les rues, quoi. Et quand Ja Morant il est engagé, c'est marrant parce que les Grizzlies, souvent en saison régulière, ils étaient bons sans lui, avec Tyus Jones Ouais. qui jouait meneur, c'est cool. Et en playoff, tu veux pas. Désolé, Shai. Mais en playoff, tu veux pas Tyus Jones, quoi. Non, mais je sais bien. Et les Grizzlies sans Ja Morant en playoff, ça a toujours été désastreux. Alors déjà, ça n'a pas toujours été glorieux avec Ja Morant, mais sans Ja Morant, ça a été désastreux, c'est catastrophique. Et mine de rien, c'est quand même un mec qui a un talent exceptionnel. Moi, j'ai du mal à le blairer parce que je trouve. Mais il est fort, quoi. Et si tu as un mec comme lui qui est engagé, tu es évidemment meilleur. je vais mettre un bémol au bout du compte parce que effectivement, il y a quelques années, quand la question se posait de savoir si les Grizzlies étaient meilleurs sans lui, alors, quand ils avaient bien à assurer quand il n'était pas là, je trouvais que c'était une question absurde. Bien sûr qu'ils n'étaient pas meilleurs sans lui. Aujourd'hui, le truc qui me gêne beaucoup avec Ja Morant, au-delà de tout le reste, c'est quand il est sur le terrain, bah, il n'est pas si bon que ça, quoi. Il n'est pas si bon et je vois pas un seul élément de son jeu dans lequel il a progressé. Défensivement, c'est toujours, il est pas meilleur défensivement. Et offensivement, il y a même de sérieux arguments pour se dire qu'il a régressé. Et il a rien ajouté en fait. Donc la question, je pense qu'elle se pose vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est assez fou parce que c'est pas pour les mêmes raisons. Hein, mais lui et Zion, qu'on voyait comme des joueurs phénoménaux, on se disait mais on va se manger 10 ans de conversation pour savoir lequel est le meilleur. Là, aujourd'hui, la question, c'est de savoir lequel est le moins bon, franchement. Et l'impression générale à travers la ligue, on avait parlé dans une news qui avait été mise sur Basket Session, mais c'est cette info selon laquelle plusieurs dirigeants, plusieurs équipes à travers la ligue pensent que Morant, LaMelo Ball et Trae Young ont une valeur négative. Je vous l'avais dit pour Ja Morant sur ça. Ouais. En tout cas, l'image qu'il a, ça en dit long. En tout cas, sur ce qu'il montre, sur le comportement, c'est sûr que ils sont peut-être meilleurs, mais pas beaucoup. C'est pour ça que je pense que la formulation n'est pas si mauvaise. Bon, abominablement dégueulasse, c'est peut-être un peu fort, mais oui, je pense que je suis assez d'accord. De toute façon, une équipe avec un joueur, quel que soit son niveau, qui n'est pas engagé, qui n'a pas envie d'être là, elle sera mieux sans lui. Enfin, il n'y a pas de mystère. C'est pour ça que j'avais commencé sur ça, si on prend un Morant actuel, parce que là, évidemment, il donne l'impression d'avoir énormément régressé. Il est sur les pires stades de sa carrière, mais je vais quand même rejoindre Théo, même avant que ça parte complètement en vrille. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, on peut dire qu'il a régressé. Il est à 17 points de moyenne, 35% au tir, 16% à 3 points. Ça, c'est cata, c'est la pire saison de sa carrière. Mais même avant ça, même avant que tout parte en vrille, c'est là, je rejoins Théo, il n'avait pas progressé. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Il allait moins au cercle,
il a jamais passé le cap au shoot. En fait, c'est un gars qui a fanfaronné avant de comprendre. Et c'est ça qui m'a le plus gonflé, avant de comprendre tous les défis qu'il y avait devant lui. Et je me souviens quand il y a eu les premières rumeurs sur son trade, moi j'ai dit tout de suite, mais Morant, il a les options où tu sais, ça nous disait ouais contre 3 pics. J'ai dit, mais jamais en fait. Jamais il récupère autant de pics pour Ja Morant. C'est plus aujourd'hui, en tout cas, c'est pas possible. Ça, on le verra peut-être d'ici la deadline ou en fin de saison. Il y a toujours des équipes qui. Mais oui, non. Mais là, tout de suite, il n'y a pas une équipe qui met 3 pics. Il n'y a Non. aucune équipe qui met 3 tours de draft, sauf s'il joue et qu'il les tient à la forme et qu'il joue bien. Mais là, tout de suite, Ja Morant, non, il n'y a pas une équipe qui met. Sinon, le trade, il serait déjà arrivé. Ouais. Ça me semble. Je ne vois pas qui peut sacrifier des assets aujourd'hui pour aller chercher un Ja Morant. Il a 26 ans, il n'en a plus 22. En fait, tu n'as plus ce truc de dire ah non, mais en fait, peut-être c'est juste de l'immaturité et arriver chez nous, il va y avoir un autre cercle, une autre dynamique. Mais là, même je trouve qu'il prouve qu'un autre environnement suffira pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu vois, il a pas envie de jouer, il est pas motivé, mais il a pas le luxe en fait de faire ça, vu de son passif. Il a pas le luxe en fait de se dire, personne va regarder la situation en se disant bah ouais, c'est juste parce qu'avec le coach ça se passe mal en fait. Tu peux pas juste faire abstraction de toutes les saisons précédentes entre blessures, suspensions, etc. Ouais, moi je pense que c'est et qu'à ce niveau-là en fait. Ça fait qu'une franchise bien gérée peut pas se dire si chez nous ça va marcher, et d'ailleurs on est prêt à mettre le paquet pour le prouver au reste du monde. On passe à une autre question de Gilali. Pensez-vous qu'OKC va viser le record de victoires en saison régulière au risque d'arriver essoufflé en play-off et de connaître le même sort que les Warriors en finale NBA à l'époque? Je sais pas s'ils vont le viser. Je pense que pour l'instant, ils se posent pas la question. Je pense sincèrement, pour l'instant, juste ils jouent, ils foncent et si en juste jouant, ils sont toujours dans les clous à partir de 55 matchs, peut-être que là, ils se poseront la question. Mais il y aura peut-être différentes discussions. Il y aura peut-être des discussions entre les coachs et les joueurs, entre les dirigeants et les joueurs, entre les dirigeants et les coachs. Il y aura peut-être une espèce de discussion collégiale pour se dire est-ce que vraiment on vise ce machin ou pas. Je pense que là, tout de suite, ils ne se posent pas la question. Tu penses qu'ils en discutent jamais? Parce que s'ils sont un peu connectés... ouais. Moi, j'en sais rien. Je pense qu'ils en parlent un peu entre eux. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un... En fait, pour l'instant, je pense qu'ils essaient juste de bien jouer au basket, tu vois. Et de continuer à appliquer de plus en plus leurs principes. Et c'est un peu ce qui respire du discours de Shea. Là. Shea, il a dit, on a été champion. Il a dit, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas joué notre meilleur basket en playoff. Et je comprends ce qu'il veut dire. Il y a plein de moments où ça a été brouillon, en fait. Et il y a des moments où ils ont eu très, très chaud. Et c'est ça, ils gagnent en 7 matchs contre Indiana. Exactement, tu vois. Et c'est pas ça n'a pas été la seule série qui a été accrochée, en plus. Celle contre Denver, ils ont eu... en fait, pour moi, il y a 2 Game 4 où vraiment OKC passe tout près de la correctionnelle. C'est contre Denver et contre Indiana. Les deux, ils auraient vraiment pu être menés 3-1 dans ces 2 séries-là. Et ça n'aurait pas du tout été scandaleux. Et je pense qu'ils en sont conscients et du coup ils sont plus dans cette espèce de truc de on joue bien au basket. Après oui, tu as raison, ils en parlent peut-être, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est un objectif tout de suite, quoi. La saison est trop jeune pour vraiment que ça soit un objectif là maintenant. Ouais, je te rejoins, je pense que c'est le genre de choses où tu sais, par contre, qui doit être dans l'esprit de pas mal de gens, mais que personne s'autorise à dire à voix haute pour pas se porter l'œil. Par contre, ce qui est flippant de ce début de saison, c'est que je pense que c'est complètement dans les cartes pour eux et qu'ils peuvent le faire potentiellement sans même avoir à se défoncer ou à prendre des risques inconsidérés. Quand on voit le nombre de matchs qui sont pliés au bout du 3e quart-temps, en fait, il y a vraiment sur la saison régulière, hein, j'insiste bien sur la saison régulière, j'ai l'impression qu'ils ont une marge de manœuvre qui est monumentale par rapport au reste de la ligue. Donc je serais pas surpris en fait. Je serais pas surpris si à 20 matchs de la fin de la saison, tout le monde se regarde en disant mais si ils peuvent le faire et que là ils disent ouais nous on veut le faire. Ouais, mais c'est un peu que c'est mon impression depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que je suis pas sûr qu'ils en parlent au quotidien. Je suis pas sûr que Daigneault les autoriserait à ce que ce soit une discussion libre comme ça. Et est-ce que ça t'ajoute une pression que tu veux pas en fait. C'est une équipe qui est encore jeune mais plutôt mature, qui a pas l'air d'être dans un défi et de vouloir montrer à tout prix qu'ils sont l'une des meilleures équipes, machin. J'ai l'impression qu'ils visent vraiment, ils sont très concentrés sur le back-to-back en fait. Hein. Et ça, c'est déjà pas quelque chose de simple à réaliser. Donc, je pense aussi, comme toi, qui c'est dans les cartes et qu'ils ont totalement ce qu'ils font pour y arriver.
Alors, faut pas qu'il y ait trop de blessés, évidemment, c'est pour tout le monde la même chose, mais je pense qu'on est sur la trajectoire est bonne pour l'instant et ce qui montre va dans ce sens-là. Donc moi, je pense qu'ils ont pas. Là, c'est pas une obsession du tout à ce stade-là. Quand ils vont commencer, parce qu'ils vont, à mon avis, ils vont y être un moment, à être vraiment sur les temps de passage des Warriors ou même d'équipes un tout petit peu en dessous, ça va être un peu le débat national à un moment, parce que il y a des périodes un peu creuses de la saison où on se dit mais de quoi on va parler, ça va être un des trucs. Est-ce que OKC peut y arriver? Et avant chaque match, après chaque match, ils vont leur dire alors ce record, vous pensez que vous pouvez l'avoir? Et inconsciemment, je pense que ça rentre dans les têtes. Mais je pense qu'ils sont taillés pour y arriver. Et on le rappelle, il n'y a que les Warriors dans vraiment les tout meilleurs bilans là, parmi c'était quoi après 22 matchs? Il n'y a que les Warriors qui n'ont pas été champions derrière. Les deux autres équipes qui avaient fait un tel démarrage, elles l'ont été derrière. Donc je pense aussi que c'est pas une obsession à l'heure actuelle et que ça en sera peut-être jamais une, mais ça reste le fil rouge que j'aime bien suivre depuis le début de la saison. Je pense que ça va rester pendant longtemps. Je vois pas cette équipe avoir un énorme coup de barre et se planter à un moment, enchaîner 3, 4, 5 défaites, j'y crois pas du tout. En fait, à part Shai, j'ai l'impression qu'ils peuvent même encaisser la blessure de n'importe lequel de leurs joueurs. Il suffit de voir leur début de saison sans Jalen Williams. Et même si Shai devait manquer des matchs, il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a la moitié du calendrier sur laquelle tu pourrais dire, bah si c'est bon, on va les prendre quand même quoi qu'il arrive. Donc non, il y a une marge qui est folle. Et c'est là aussi que tu vois que OKC est un petit marché, que c'est une chance d'être un petit marché. Parce que s'ils étaient dans un gros marché, ça serait déjà le buzz non-stop et ça serait déjà ce dont tu parlais, Shai. Ouais. C'est une question de Lilian. Selon vous, quelle est la GOAT des villes américaines de sport en prenant en compte tous les sports, NBA, NFL, NHL, MLB, NCAA, donc la plus prestigieuse ou la plus successful? Qu'est-ce qui vous vient en tête? On n'a pas les stats sous les yeux, on n'a pas le nombre de titres par sport, machin, mais pour vous, la GOAT des villes de sport, ce serait quoi pour vous? Ça doit être Boston, non? Entre Boston, les ouais, Patriots et les j'aurais Celtics. dit Boston. En sachant que les Patriots, ça englobe toute la région, la Nouvelle-Angleterre et le Connecticut et tout ça. Mais j'aurais dit ça aussi. À la vue de la question, je me suis dit ça parce que tu as les Celtics en NBA, donc les Patriots en NFL, les Red Sox en MLB, c'est quand même pas mal. C'est plutôt une institution aussi. Clair, ouais. Les Bruins en NHL, c'est pas dégueu. Palmarès, mais c'est pas dégueu. Ouais. Au niveau universitaire, c'est pas le meilleur coin peut-être du pays, mais il y a quand même des équipes. Je pense qu'au niveau culture de la gagne, espèce de dynastie ici et là, je pense que c'est quand même pas mal. Philadelphie doit être assez haut aussi. De toute façon, les villes les premières colonies, quoi, les villes de la côte est, je pense Philly, Boston ressortent très haut. New York un peu après c'est différent avec l'histoire des Knicks, mais. Et puis tout dépend de ce que tu privilégies pour la définition aussi. Tu vois, c'est quoi la GOAT? C'est comme pour les joueurs. Est-ce que c'est quoi? C'est la ville la plus passionnée. Donc là, ouais, à Philadelphie, c'est des gros tarés dans chaque sport. Est-ce que c'est un truc un peu plus glamour? Et là, t'as Los Angeles, c'est une ville de sport parce qu'ils ont aussi entre les Dodgers et machin. Ça dépend. Moi, c'est Boston qui vient en tête comme ça. Moi. Ouais, j'allais parler de Los Angeles aussi, parce qu'entre les Lakers, entre les Kings de Wayne Gretzky en NHL et puis effectivement avec les Dodgers, là aussi ça commence à peser lourd, quoi. Bah ouais. Ça pèse lourd. Après, c'est tellement particulier Los Angeles que il n'y a pas le même engouement auprès des fans. Tu penses cinéma avant, tu penses Hollywood avant de penser au sport, même si les deux sont liés, quoi. Mais effectivement, dans les villes vraiment de die hard, j'ai l'impression que c'est plus les villes de l'Est, en fait. Ça, Boston, Philly, New York, j'ai l'impression que c'est ces villes-là, plus. Ouais. Question de Big Ben. Attention, on va parler d'un sport sur lequel Théo est obligé maintenant de répondre de temps en temps parce que c'est inévitable. Il existe un débat aujourd'hui dans le monde du football autour de Kylian Mbappé. Il est unanimement reconnu comme l'un des 10 meilleurs footballeurs de la planète depuis plusieurs saisons. Il a joué 7 saisons au PSG avec des statistiques incroyables au niveau individuel, mais le club n'a jamais remporté son objectif principal, la Coupe d'Europe, lorsqu'il était là, et sa personnalité au sein du vestiaire a souvent semblé poser problème. Il a été transféré à Madrid et continue de faire des stats individuelles dingues, mais son intégration dans le vestiaire est compliquée et son équipe peine à avoir des résultats avec lui. Voici ma question. Existe-t-il dans la NBA actuelle ou à d'autres époques des joueurs qui ont cristallisé ce type de débat, des excellents joueurs de basket, mais des personnalités difficiles à intégrer dans un collectif ou dont l'influence sur les résultats est nulle? Après, par contre, c'est très dur influence sur les résultats nuls pour Mbappé quand même. Il a gagné une Coupe du Monde, il va en finale d'une autre, il met un triplé. Le Real Madrid va quand même gagner des trophées avec Mbappé. Le PSG a été champion de France. Alors oui, bien sûr, le championnat de France pour le PSG, ils partent. C'est comme si tu partais avec
je sais pas comment dire, avec 20 points d'avance, même si tout le monde a 0 points, tu pars avec 20 points d'avance juste de par ton budget, mais quand même, il a gagné des titres, Mbappé. Je suis pas un Mbappé fanboy, hein, Non, mais en fait, je pense que là, mais il met sur le même plan le titre NBA et la Ligue des Champions ouais, en mais excellence. la Ligue des Champions, est-ce que c'était toujours de son ressort s'ils l'ont pas gagné, tu vois? Moi, je trouve ça. Bon, bref, je trouve ça dur. Pardon, vas-y, Théo, réponds, excuse-moi. Non, non, mais du coup, c'est intéressant que tu dises tout ça parce que j'ai aucune idée du palmarès de Kylian Mbappé, donc ça me donne des points de référence, tu vois. Donc, non, en lisant la question, simplement, le joueur, je pense, qui est souvent cité, c'est Will Chamberlain. Voilà, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais qui a été tradé à plusieurs reprises, qui a jamais été facile à intégrer, qui finalement n'a pas gagné tant de titres que ça, si on met en relation avec son talent et ses qualités athlétiques monstrueuses, et quand même des retours de la part d'anciens adversaires ou coéquipiers sur le fait que c'était pas le coéquipier idéal, ou du moins le joueur le plus simple à intégrer. C'est le premier auquel j'ai pensé en t'écoutant, Shai. Moi, Il y j'ai en a pensé à forcément d'autres. Melo et Timac, mais tu vois, c'est pour ça qu'après, j'ai précisé, parce que Mbappé, il a quand même un palmarès supérieur à ceux de Melo et Timac, quoi. Ouais, après, il n'y a C'est pas le même vraiment nombre de pas là. il y a pas le même nombre de compétitions en club à jouer aussi, tu vois. Oui, Mais bon, mais. c'est pas pareil, c'est deux sports différents. Mais moi, je pense que Ouais. c'était plus dans le positionnement joueur voilà, vraiment top 5, top 10 monde. Mais là, la compétition ultime, donc le titre NBA d'un côté et la Ligue des Champions de l'autre, bah, il n'y arrive pas ou ses équipes n'y arrivent pas quand il est là. Tu vois, parce que ça peut être un hasard, mais le PSG qui gagne la Ligue des Champions juste après son départ, tu vois, c'est forcément les gens en ont parlé. Moi j'avais noté Melo pour le talent pur et le gars qui n'a pas l'air de rendre forcément beaucoup les autres meilleurs, parce que c'est ce qui peut aussi être reproché à Mbappé, c'est-à-dire qu'il est obsédé par les stats. Et d'ailleurs, il a cette approche, c'est drôle, on pourrait inverser le truc. Mbappé a une approche NBA, je trouve. Il a une approche de joueur NBA, de joueur à l'américaine, qui fait une carrière individuelle au milieu d'un sport collectif. Ouais. Mais Ouais. je pensais à Melo et je pensais à quelqu'un de plus actuel. Je pensais un peu, toute proportion gardée, à James Harden, qui est au niveau attaquant, c'est l'un des plus grands de tous les temps, sans doute, hein, Ouais. qui a été MVP, mais qui donne l'impression qui a donné l'impression avant d'être un peu trop peut-être individualiste et de pas faire gagner ses équipes, de craquer dans les moments chauds. Alors Mbappé en équipe de France, les moments chauds ça va. La Coupe du Monde 2018 et même la dernière, le mec met un triplé en finale. C'est pas mon joueur préféré, mais il faut reconnaître. Et la saison qu'il fait d'ailleurs avec le Real, là, elle est assez dingue au niveau individuel. Mais Harden, moi je mettais Harden un peu, tu vois, un peu sur ce côté-là. Bonne Ouais, bien vu, ouais. comparaison, Harden aussi. Ouais, Ouais. carrément. Ouais. Pas, qui est pas particulièrement. Les mecs se battent pas pour dire que James Harden était un super coéquipier une fois qu'il est parti d'ailleurs. Non, c'est clair. Après Mbappé, je sais pas si Mbappé fréquente autant les établissements pour gentlemen que sur l'extra sportif. En tout cas, pendant longtemps, Mbappé a été assez irréprochable dans l'éthique de travail et tout ça. Harden est constant de ce point de vue-là. Du coup, j'y pense, c'est marrant parce qu'en fait, quand je compare avec Russell Westbrook, qui est systématiquement pointé du doigt, notamment par les médias, en fait, les gens qui sont extérieurs en disant ouais, ça doit pas être cool de jouer avec lui, machin. En fait, une fois qu'il quitte un club, quasiment la plupart de ses anciens coéquipiers disent que c'était un mec super, quoi. Ouais. Tu vois, de Stephen Adams à même Victor Oladipo, enfin, les gens dans le vestiaire en interne ont l'air de l'adorer. Et c'est vrai que pour James Harden, j'ai l'impression qu'il laisse les gens un peu plus circonspects, quoi. Ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Question suivante de Sophia. J'ai pas mal regardé Phoenix jouer cette année et je sais qu'il y a plusieurs facteurs qui font que le début de saison est réussi. Nouveau coaching, assainissement du roster, hiérarchie plus claire. Mais j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Je trouve que Dillon Brooks est extrêmement sous-estimé en tant que basketteur. Je déteste ce joueur et ses gimmicks de vilain. C'est vraiment un orc. Mais il apporte de la grinta, de la dureté et ça oblige le reste de la team à se retrousser aussi les manches. Les gens oublient qu'offensivement, c'est pas une buse non plus. Il fait régulièrement ses 15-20 points tout en se tapant les meilleurs joueurs d'en face à chaque match. J'aimerais bien avoir votre éclairage sur ce joueur, techniquement, mentalement, tactiquement sur un terrain. Est-ce que je me suis trop enflammé sur ce troll de Dillon Brooks ? Il fait une super saison en termes d'adresse et effectivement, c'est un excellent basketteur. Mais si on l'a oublié, c'était de sa faute. Ouais. C'est quand même son tempérament qui a fait qu'on avait oublié ça. Toi, tu le soulignes depuis longtemps, Chai, hein, que c'est pas juste un mec qui essaie de faire déjouer les autres. Et le problème, en fait, sur les aspects... j'avais déjà dit une fois, hein, mais j'ai l'impression que parfois, il s'épuise et qu'il se sort autant du match qu'il n'arrive à faire sortir les autres. Et moi, je vous l'avais déjà dit, mais j'ai eu un coéquipier comme ça qui était...
limite qui était obsédé. Son fait de gloire, c'était de faire dégoupiller des mecs de l'autre équipe, mais qui était tout aussi bien capable, lui, de dégoupiller tout seul. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'arme à double tranchant. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu cette semaine, ça m'a fait rire, même j'ai montré à mes enfants, ça les a fait marrer. Là, t'as match Phoenix contre les Lakers. Luka met son premier lancer franc. Donc, il y a deux Lakers qui vont pour lui taper la main et Dylan Brooks, il se met dedans. Et donc, Luka, c'est assez marrant parce que instinctivement, il tend la main. Et puis, quand il voit que c'est Brooks, il retire son bras. C'est le truc qui sert absolument à rien. Et en plus, il a mis son lancer franc, Luka. Il a mis son lancer franc. Ça qui est beau, quoi. Ça sert à rien. Mais ça m'a vraiment fait rire. Et en fait, tu vois, c'est. Mais ça va encore. Enfin, ça, c'est pas, ADN, c'est pas ce qui est le plus énergivore, je crois. Moi, c'est vraiment plutôt d'essayer de parler. Et déjà, avant le match, enfin, je crois que le plus, ce qui a été le plus à son détriment, c'est la série contre les Lakers où il arrêtait pas de se mettre sur LeBron pendant le match, avant le match, après le match. Et puis, alors qu'il avait fait des. Alors que Brooks lui-même faisait pas des bons matchs, il avait été sorti. Enfin, il a vraiment pas été bon, ça a été à son détriment, ça. Mais ouais, je suis d'accord. C'est lui qui s'est un peu tiré une balle dans le pied, mais moi, j'ai longtemps défendu, et je le défends encore. Je trouve que c'est un très bon genre de basket. Complet, bon attaquant, bon défenseur. Moi, je l'aimais beaucoup à Memphis, je l'aimais bien à Houston. À Phoenix, il fait un très bon début de saison. Donc, ouais, il est peut-être sous-estimé. Il est peut-être sous-estimé sur ses talents de basketteur, mais c'est pas que de la faute des médias s'il n'est pas mieux considéré. Je pense c'est un peu le genre de joueur que tu es content d'avoir dans ton équipe, je pense, la plupart du temps, mais que t'aimes pas affronter. Mais moi, je l'aime bien. J'aime bien En fait, Dylan Brooks. à l'image des Grizzlies, il s'est un peu enfermé dans un rôle, quoi. Ouais, il y a le rôle. Toute cette équipe-là, ils se sont enfermés un peu dans des costumes qui n'étaient pas taillés pour eux. Et ça, lui, c'est ça, effectivement, c'est de sa faute. Par contre, la suite montre que tout n'était pas de sa faute à Memphis. Et c'est lui qui a été Bien le sûr. premier jeté dehors. Et on a Ouais. bien vu que c'était pas nécessairement lui le premier responsable de tout cet échec. On passe à une question de Sheik. La question concerne la dernière action d'un match de basket. Je me rappelle d'une interview de Tony Parker qui avait dit durant les batailles de playoff avec les Suns que le problème des Suns était qu'ils voulaient toujours marquer un panier de plus que l'adversaire, alors que les Spurs pensaient surtout à faire marquer un panier de moins à leur adversaire. Une question m'est venue. Préférez-vous avoir votre destin en main et donc le dernier shoot, ou préférez-vous défendre sur la dernière action? Je parle d'un tir qui vous ferait gagner ou perdre, pas d'un tir qui enverrait les équipes en prolongation. Bah là, forcément, avoir le ballon. Hein. La Bah oui. défense, elle réagit par rapport à l'attaque. Si tu as le ballon, c'est toi qui dictes quand même ce qui va se passer. Donc pour moi, la question, elle est évidente. L'avantage, il est monstrueux, en fait, d'avoir la balle. Exactement, et c'est marrant parce qu'en fait, Tony Parker, c'est vraiment une décla à la Tony Parker, quoi. C'est un truc, c'est un peu tout fait, c'est trop facile, ouais, mais je sais pas, c'est trop simpliste pour moi. Même si je comprends ce qu'il veut dire, je comprends l'esprit, mais c'est trop simpliste. Et la preuve, c'est que, enfin, après, nous, on n'est pas Tony Parker, évidemment, il est 5 fois champion NBA, peut-être que. Mais je me demande combien, justement, de basketteurs, même pro, répondraient bah, je préfère que ce soit l'autre équipe qui ait la balle. Je fais le pari comme Théo que tout le monde va dire bah, avoir la balle. Et du coup, d'être l'équipe qui doit marquer le dernier panier et pas celle qui doit prendre un panier de moins. Donc moi, je répondrais évidemment comme Théo. Enfin bref. Moi, Pas trop, je comprends. Non, mais je comprends je comprends qu'on préfère avoir la balle, hein, c'est normal. Mais en fait, je vais à nouveau extrapoler un peu avec le foot. Moi, il y a des saisons ou des matchs ou des périodes où on était tellement serein en défense, tellement sûr qu'il n'y aurait aucun danger, surtout face à certains adversaires, que s'il restait 30 secondes, je préfère que ce soit l'équipe adverse qui l'a, parce que je sais soit qu'on va la récupérer, soit qu'il n'y aurait aucun danger. Donc je comprends que, là, je pense que Parker parlait peut-être de l'assurance défensive qu'avaient les Spurs, de réussir à faire un stop. Donc, mais bien sûr qu'avoir la balle sur la dernière possession, c'est essentiel. C'est ce que tout le monde veut, de toute façon, je pense. Après, pour revenir sur la phrase de Tony Parker, c'est que de toute façon, les Suns, ils étaient armés pour jouer comme ça, et les Spurs ne l'étaient pas du tout, en fait. De quoi tu parles? Je capte pas bien la. Je suis pas sûr que ça a été ça la différence. Je suis pas sûr que l'explication de Tony Parker, que tu puisses en tirer la conclusion que les Spurs étaient vraiment une meilleure équipe que les Suns. Si les Suns avaient eu Tim Duncan au lieu de Steve Nash, eh ben ils auraient forcé l'équipe adverse à prendre un panier de moins. Et je suis pas sûr, par ailleurs, pardon, je finis, ça sonnait comme une diatribe anti-Tony Parker, mais je suis pas sûr que
Tony Parker a été l'élément défensif prédominant de cette équipe des Spurs. Je pense qu'il était plus armé pour pouvoir te mettre le panier en plus que pour empêcher le meneur adverse de mettre le panier supplémentaire. Bref. Question rapide, réponse rapide de la part de Roland. Prenez les paris maintenant. Gage ou argent en jeu pour les modalités, voyez avec Chauncey de la Compta. Quel est le prochain coach NBA à se faire virer? Ne donnez qu'un nom, s'il vous plaît. Et prenez ma question avant que ça arrive ce week-end. Alors, visiblement, Roland a le don de lui, il s'attend voyance. à Doc Rivers, mais je pense pas. Il y a toujours un coach qui se fait virer dans la saison. Qui ça va être, selon vous? Le premier. J'hésite. Il y en a pas mal qui sont sortis du siège éjectable. Là. Orlando, ça va mieux. Déjà, celui des Pelicans s'est déjà fait virer, donc, mais pour moi, ça peut être Doug Christie. Ah oui, il a dit qu'un nom, je vais tricher. Doug Christie ou Charles Lee. Tu peux faire une shortlist et après dire je pense que ce sera lui. Je pense que c'est Doug Christie des Kings ou Charles Lee des Hornets. Alors je miserais plus sur Christie si je devais partir de ta liste. Moi aussi, si je devais en miser sur qu'un, je pense que ce serait Christie. Parce j'ai l'impression qu'il y a un peu l'aspect coach en développement du côté des Hornets, c'est que tout est pas de sa faute. Mais c'est pas. Je me fais la liste dans ma tête, mais. Moi je dis attention à la lassitude et la fatigue de Tyronn Lue. Parce que ça peut être aussi une démission. Hein. Il démissionne plus les mecs maintenant. Attends, t'as vu l'argent qu'il laisserait? Bah ouais, l'argent qu'il laisserait sur la table. Non. Et pareil, en fait, c'est un peu comme Doc Rivers. Tu le payes tellement cher ton coach que tu veux qu'il coach. Tu vas pas le payer pour payer un autre mec pour prendre sa place. J'ai lu un truc intéressant sur les Clippers, notamment par rapport à l'enquête et tout. Il y a tout un papier de The Athletic qui montre un peu ce que je disais, le truc Théo, là, où moi je suis sceptique sur le fait de est-ce qu'il va avoir une suspension. Et il y a donc Joe Vardon de The Athletic. Alors après, ça se trouve, il se fait un peu le Pierre des Clippers, mais tu vois, il explique qu'aujourd'hui, les sources extérieures à l'organisation s'attendent à ce qu'il n'y ait absolument pas de sanctions envers les Clippers parce que l'enquête ne mène à rien. Et moi, je pense aussi que ce truc va passer un peu à la trappe. Je pense que ça va être pour le bien-être de tout le monde. Ouais, vas-y, pardon. Et dans ce même papier, il explique que Steve Ballmer, même si évidemment il a nommé il a chargé Frank et Lou de redresser la barre, et est plutôt en train de miser préférerait vraiment miser sur la continuité et serait pas dans l'optique de changer de coach ou de dirigeant, quoi. Après, voilà, c'est des rumeurs qui valent ce qu'elles valent. C'est vrai. Non, ce que j'allais dire simplement pour l'histoire des Clippers, c'est que par rapport à la discussion qu'on avait plus tôt dans la semaine, Antoine, c'est que si des choses sont avérées, je pense pas que la NBA pourra passer l'éponge. La question, c'est est-ce qu'ils mettront à jour des choses suffisamment incriminantes pour qu'il y ait sanction? C'est ça la question. Et d'ailleurs, c'est là où il va dans ton sens, c'est que dans l'article, il dit plutôt l'enquête de la NBA, ils s'attendent à rien trouver, en fait. C'est plutôt ça le truc, quoi. Moi, je citais Lou parce que j'ai l'impression qu'il est tellement blasé sur les dernières confs là. J'ai l'impression c'est que son contrat qui l'incite presque à rester, mais je pense qu'il en a un peu marre, quoi, le Tyronn Lue. En plus du fait que son nom est ressorti dans les trucs, alors que visiblement il n'y a pas de rôle direct dans ce qui s'est passé, mais je pense aussi que ce sera Doug Christie du côté des Kings. Voilà. Si on doit ne donner qu'un nom. Question de Mickaël, spécialement pour Théo. Théo, comme toi, je suis un boomer des 90s, passionné de rugby et fan de NBA. La tapisserie de ma chambre ressemblait à une campagne d'affichage de All-Star Game jusqu'à Adrian Dantley et un musée des magiciens du sport à 15, Campese, Blanco, Shelford. Tu as très souvent fait référence à tes préférences pour le ballon ovale plutôt qu'à celles pour le ballon rond. Entre parenthèses, Joel Bass était vraiment un grand gardien, Théo. Du coup, je voulais connaître ton 5 majeur de rugbyman préféré et également avoir ton avis sur les similitudes que tu peux éventuellement trouver entre ces deux sports. Grand merci d'un groupie des MOOC, des CQFR, des sessions Rivers, des Hoop Culture et de tout ce que vous fabriquez. Alors là, je vais direct être dans la déception énorme parce qu'en fait, effectivement, le rugby, c'est le deuxième sport collectif. Enfin, c'est le sport collectif que je préfère après le basket. Mais au bout du compte, je l'ai suivi sur une période relativement courte. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai suivi parce que l'un de mes meilleurs potes m'a amené à m'y intéresser. C'était la Coupe du Monde.
c'est quoi? C'est 99? 99? Ouais. 99, voilà, jusqu'en gros à la naissance du premier de mes enfants, parce qu'après j'ai plus du tout le temps de suivre les deux sports. Donc je m'y suis intéressé de manière progressive. Il y a un moment, j'étais vraiment à fond, et puis après, malheureusement, j'ai arrêté de suivre. Mais moi, les joueurs que j'ai kiffé, notamment l'équipe de France, je t'en parlais ce matin, Shai, c'est des mecs Ouais. comme Bernat Salle. Voilà, c'est les gars de la fin de cette génération. Tu sens que c'était un petit peu, pour l'équipe de France, la fin de la génération des mecs qui avaient encore connu l'avant Ouais. rugby professionnel, avant la révolution et le tout professionnel et la montée en gamme des gabarits, de la préparation, etc. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce sport, et je trouve que c'est toujours hyper intéressant de comparer les philosophies de sport d'une équipe à l'autre. Une des choses que j'adore dans le rugby, c'est le rôle de l'arbitre. Parce qu'il est vraiment central dans le jeu, et ce que j'aime, c'est que en fait, sa responsabilité, c'est de s'assurer que le jeu en lui-même se passe le mieux possible, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment une différence de positionnement qui est énorme par rapport à celle de l'arbitre de basket, qui est là pour siffler et noter les infractions. Donc j'adore le rôle de l'arbitre de rugby, parce qu'il est là, voilà, vraiment pour faciliter et faire en sorte que le jeu se passe du mieux possible. Les autres éléments que je trouve intéressants, et ça, je voyais pas le basket comme un sport de conquête de l'espace. Alors, conquête de l'espace, on dirait que je pars avec une navette spatiale. Comme un sport l'infini de au-delà. conquête, voilà, et d'occupation de l'espace. Et maintenant, je le vois beaucoup plus comme ça, avec toutes ces notions de spacing dont on n'arrête pas de parler, avec quelque chose de... Cette idée très simple que l'attaque essaie d'élargir le terrain au maximum et que la défense essaie de le réduire au maximum en réduisant les espaces. Ça, c'est vraiment une notion dont j'ai pris conscience avec le rugby, et puis qui est tombée au même moment qu'on en parlait de plus en plus dans le basket. Et cette notion de conquête, tu vois, de conquête vraiment, je la trouve intéressante. Et aussi, finalement, tu sais... c'est pareil au rugby comme au foot, je crois, hein, où on compte en fin de match le nombre de temps sur le temps joué où telle équipe a eu la balle. Ouais. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui dans le basket moderne, où il y a cet accent porté sur l'importance de la bataille de possession, gagner la guerre des possessions, c'est-à-dire avoir plus de rebonds offensifs, maîtriser le rebond défensif, pas perdre de ballon, mais causer beaucoup de pertes de balles. Ça, c'est des notions un peu transversales que je trouve qui sont intéressantes dans les deux sports, même si ça ne s'exprime pas de la même manière. Moi, il y avait toute la mystique autour des All Blacks à l'époque. J'adorais. Enfin, Bah ouais. j'adorais voir le haka. Il y avait des joueurs, là, John Alomu, Tana Umaga. C'est des mecs que je les trouvais trop impressionnants. Maintenant, ça s'est un peu perdu, je trouve, même si les All Blacks sont toujours une très bonne équipe. Hein, mais bon, là, ils sont plus. C'est plus vraiment la meilleure. Les Sudaf sont quand même un peu au-dessus, je crois. Mais moi, j'aimais bien toute cette période-là aussi, même le 15 de France. Et je crois que ce que j'aime vraiment bien dans le rugby, et que j'ai continuellement bien aimé, même si c'est pas mon sport co-préféré, c'est le fait que les matchs d'équipe de France des équipes nationales sont un peu rares. Il n'y a pas de qualif pour des compétitions, il n'y a pas de truc. T'as tout de suite des tournois officiels, donc tournois à destination ou Coupe du Monde. Et du coup, ça rend le côté équipe nationale un peu plus rare, et ça donne plus de valeur, parce que je digresse, mais je regarde plus les matchs d'équipe de France de foot quasiment en dehors des compétitions officielles, parce qu'ils ont beau avoir fait des Ligues des Nations et machin, j'ai l'impression qu'il y en a trop. Que toutes les 2-3 semaines, tu as un rassemblement. Alors au basket, il y a une notion un peu différente, parce qu'au basket, il n'y a pas les stars de chaque pays pour les qualifs. Donc ça permet peut-être de voir d'autres joueurs à la limite. Donc il y a ce côté qui peut être rafraîchissant et qui ne donne pas l'impression de voir les mêmes mecs tout le temps. Pour le foot, ça me saoule. Et donc le rugby, il y a ce côté-là un peu exceptionnel que j'aime bien. Voilà. Mais tu vois, pour montrer à quel point j'avais décroché, c'est que j'ai été retombé l'an dernier, je crois, sur les matchs de l'équipe de France, et j'avais halluciné de voir qu'il y avait les noms dans le dos des maillots, tu vois, ça m'avait sauté aux yeux, parce que c'était un des aspects du rugby que je trouvais assez cool, en fait, ce côté, non, de toute façon, notamment, je parle pour les sélections nationales, tu vois, et c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu, je vais faire un parallèle, mais tu vois, un petit peu comme les Black Panthers, quoi, tu vois, ils se suivent, mais en fait, peu importe, tu joues le rôle du Black Panther ou tu joues le rôle de telle position dans l'équipe de France, c'est ton statut, ton poste qui est plus important que ta personnalité. Alors après, je comprends les implications commerciales qu'il y a sur le fait de rajouter les noms, mais je trouve ça, c'est les choses qui m'ont plu, en fait, quand on m'a amené au rugby. Encore une fois, c'était très tardivement, j'ai pas du tout été élevé dans cette culture-là. On passe à une question de Christian. Quelle valeur accordez-vous au duo arrière Luka Doncic-Austin Reeves ? Actuellement, c'est le meilleur tandem scoreur de la NBA.
C'est à nuancer car on a bien vu leurs limites lors des derniers playoffs. Mais pensez-vous que Reeves puisse décrocher une sélection au All-Star Game cette saison ou dans les années à venir? Surtout quand on sait par exemple que Jamal Murray ne l'a jamais été, alors que quelqu'un comme Mike Conley l'a été lui. Alors déjà, quand même, juste lors des derniers playoffs, Lucas, c'était ses premiers playoffs après les Lakers, après une saison mouvementée par des blessures et un transfert. Austin Reeves, il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, donc on a vu des limites qui ne sont pas forcément celles du niveau actuel des deux joueurs aujourd'hui. Ça, c'est le premier truc que je tournerai. Le deuxième, oui, Reeves est All-Star et Jamal Murray, alors, n'est pas un moins bon joueur qu'Austin Reeves, c'est pas ça que je veux dire, mais n'a jamais fait une saison comme celle qu'est en train de faire Austin Reeves pour l'instant, statistiquement parlant. Donc après voilà, ils sont pas dans les mêmes rôles évidemment, mais Austin Reeves pour moi c'est acté qu'il va être All-Star. C'est même déjà, je vois pas comment il est pas All-Star. Pareil. Et Murray, je pense qu'il est vraiment bien parti pour y être pour être All-Star aussi d'ailleurs. Effectivement, parce que moi j'adore ce joueur et c'est vrai qu'il a finalement, son meilleur niveau, c'était toujours en play-off quand il n'était pas blessé. C'est là où vraiment il montrait qu'il avait le niveau d'un vrai All-Star en play-off, alors que parfois ses débuts de saison, notamment l'an dernier, étaient très poussifs. Là, il est bien parti pour décrocher sa sélection. Ouais. On touche du bois pour lui, parce que c'est un peu un poissard de ce niveau, sur ce plan-là. J'espère qu'il aura effectivement, là, surtout avec le côté international de la sélection, la chance de faire son premier All-Star Game. Dernière question du jour, messieurs. Question de J. Fava. À propos de Zaccharie Rizaché, je m'interroge sur son temps de jeu. Alors, ce n'est pas le premier, mais nous, on s'est plusieurs fois interrogé sur le temps de jeu de Zaccharie Rizaché. Il ne joue que 20 à 25 minutes par match, comme l'année dernière. Autant je comprenais cette restriction lors de son année rookie pour le préserver, mais cette année, je ne vois pas d'explication. C'est un numéro 1 de draft, il faut selon moi l'aider à passer un cap. Alors selon vous, pourquoi reste-t-il limité et pourquoi ses stats sont-elles en légère baisse? Est-ce que c'est l'explosion de Jalen Johnson et de Nickeil Alexander-Walker, l'entêtement de Quinn Snyder, l'absence de triangle qui lui est préjudiciable? Je pense qu'il y a évidemment... En fait, il y a deux choses. C'est qu'il peut y avoir l'objectif de la franchise, qui serait pour moi logique quand tu as un premier choix de draft, même si c'est un premier choix de draft un peu particulier, c'est une promotion, une QV particulière. Dans l'esprit, tu as envie de lui donner un peu plus de responsabilité, même pas saison après saison, j'ai presque envie de dire mois après mois ou trimestre après trimestre. Tu as envie de petit à petit le mettre dans des situations pour que très tôt, il puisse se confronter à tout ça. C'est vrai que les Hawks, ils le laissent dans un rôle et dans un temps de jeu très similaire finalement depuis 2 ans, enfin depuis 1 an, et son rôle évolue plutôt au fur et à mesure des blessures des joueurs autour de lui. Maintenant, il y a la priorité qui peut être celle de la franchise et il y a celle aujourd'hui de Quinn Snyder qu'on aurait pu citer parmi les coachs susceptibles de sauter. Si à un moment les Hawks, ça se passe pas bien, alors là, je pense que ça a suffisamment bien commencé pour qu'ils soient plus menacés cette saison, sauf grosse chute. Mais s'il n'y a pas des résultats en playoff, Quinn Snyder, sans doute, il joue son poste en fait. Et parce qu'il joue son poste, j'ai l'impression qu'il préfère se tourner vers des joueurs plus confirmés que Zaccharie Rizaché aujourd'hui, notamment Nickeil Alexander-Walker. Voilà, tu vois, l'autre fois, quand j'avais parlé du nombre de drives, je crois que c'était dans un CQFR du samedi, j'avais dit, je crois, Nickeil Alexander-Walker, il drive 3 fois plus que Rizaché. Et on avait rigolé en disant, mais est-ce qu'il est vraiment meilleur à ce point que Rizaché dans le drive? Et on s'était dit, bah non, peut-être pas, quoi. Mais il en a 3 fois plus. Après, il fait une excellente saison. Et ça joue aussi sur les stats de Rizaché. C'est qu'il y a Jalen Johnson qui est de retour par rapport à l'an dernier. Là où quand Rizaché il monte en puissance, c'est quand Jalen Johnson il n'est pas là. Avant, il ne jouait pas les 4e cartons, Rizaché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, il ne jouait jamais les 4e cartons, quel que soit le score, quelle que soit la situation. Là, évidemment, il y a Nickeil Alexander-Walker, il y a Jalen Johnson, il y a Onyeka Okongwu qui progresse aussi, il y a Dyson Daniels qui s'est révélé l'an passé. Donc, il y a plusieurs joueurs qui passent avant lui dans la rotation. J'imagine que tout ça explique un peu Snyder qui doit sauver sa place, les Hawks qui n'ont pas l'air d'être en mode il faut absolument que ça soit lui la priorité du projet aujourd'hui, d'autres joueurs autour. Je pense que c'est un mix de plein de choses, quoi. Mais il y a encore du temps. Je rajouterai quand même une petite note positive, il y a encore du temps. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, Antoine, et notamment la fin. Il y a encore du temps. Et ce que je trouve, la raison pour laquelle je ne m'inquiète pas, en fait, c'est que le rôle qu'il a, c'est un rôle qui est intéressant. Il a un vrai rôle de finisseur, en fait. Tu vois qu'il a le feu vert pour artiller à 3 points s'il est libre. Sur les contre-attaques, c'est toujours lui qui est en tête et ses coéquipiers le cherchent et le trouvent plein de fois. C'est pour ça que il est très souvent dans les highlights des matchs des Hawks parce qu'il va mettre des dunks en contre-attaque. Et en fait, tu sens le joueur, ce qui n'est pas surprenant quand on connaît un peu sa personnalité et qu'on sait d'où il vient, mais extrêmement coachable et qui, lui, on lui a donné son rôle, il suit son rôle à la lettre, il n'essaye pas d'en sortir.
Et c'est là que ça peut être à double tranchant. D'un côté, tu peux dire, ouais, mais du coup, il montre pas d'autres choses qu'il pourrait faire. En attendant, il montre qu'il est totalement capable de tenir ce rôle, qu'il est efficace dans ce rôle. Et moi, je le trouve bien intégré dans cette équipe des Hawks. Et effectivement, je pense que Quinn Snyder, là, il y a une obligation de résultat pour tenir sa place. Ce qui est intéressant, ça fait lien un peu avec la question qu'on avait tout à l'heure autour de Trae Young. Et c'est pour ça que maintenant, à ce stade de la saison, je serais étonné que Quinn Snyder saute en cours de saison. Parce que finalement, ça marche. Il a trouvé une formule qui marche. Et si Trae Young revient et que ça marche pas bien, le focus sera avant tout sur Trae Young avant de retomber sur le coach. Mais je trouve ça vraiment intéressant, moi, ce que fait Reza Shea. Je le trouve... en fait, j'aime tout dans son jeu. En fait, j'aime son jeu, j'aime son attitude. Et c'est ce que tu disais, Antoine, il y a du temps. Et là, pour moi, c'est pas faire un pas en retrait, parce que je trouve qu'il a un rôle qui est plus défini et qui est plus intéressant que celui qu'il avait l'an dernier. Mais en fait, le vrai truc, le vrai problème presque, c'est que c'est un numéro 1 de draft. Si ça avait été un 4e, 5e pick, 6e pick, on dirait c'est cool, c'est déjà un bon genre de rotation d'une équipe qui va jouer les playoffs. Là, c'est le statut un peu mystifié de numéro 1 de draft qui fait qu'on le regarde sous un prisme différent, je pense. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que oui, si tu le mets dans les... si tu réfléchis à tous les numéros 1 de draft des 10, 15, 20 dernières années, il arrive très certainement pas dans les 5 ou 10 meilleurs, c'est sûr et certain. Mais est-ce que... moi, je pense vraiment que c'est ça qui fait que l'analyse des gens, même peut-être parfois la nôtre, est un peu faussée. C'est-à-dire que les gens ont des attentes qui sont celles qui concernent un numéro 1 de draft. Et quand on énumère les anciens, il y a des joueurs monstrueux. Alors que s'il avait été 3, 4, 5, 6, peu importe, mais peut-être même 2, en fait, peut-être même 2e pick, peut-être qu'on se dirait, c'est cool, il a 20-25 minutes dans une bonne équipe, on voit des bonnes choses, c'est pas le meilleur marqueur de l'équipe, c'est pas grave, de temps en temps, il joue pas sur des moments peut-être un peu importants, mais il est jeune, ça, on se le dit un peu moins, en tout cas, peut-être le public américain est quand même très critique sur Reza Shea. Quand tu vas faire un tour sur les réseaux après les matchs, c'est tout de suite the worst first pick ever, enfin, c'est très très dur et jamais très très pertinent en général quand même. Ouais, t'as raison, Shai. L'étiquette du premier choix de draft est une bénédiction financière, peut te donner quelques sécurités supplémentaires, mais c'est aussi un fardeau et un poids, et on le voit avec Reza Shea, parce qu'en fait, c'est une cuvée particulière. Ouais. Reza Shea, sur certaines cuvées, il est jamais pris dans le top 4. Et c'est un joueur que j'adore, vous le savez. Mais il y a plein de cuvées. Reza Shea, il est plutôt pris en 5. Après, ce que je regrette quand même un peu sur tout ça, c'est que j'ai l'impression que si tu es les Hawks, si tu vas sur le moyen ou long terme, c'est quand même dans ton intérêt d'essayer de voir ce que Reza Shea peut faire balle en main, et est-ce qu'il a la place pour être une 3e option en NBA. Ouais, mais est-ce que... parce que la question se posait quand on en discutait je sais plus, c'est ce matin dans le CQFR, enfin hier dans le CQFR, ou s'il atterrit dans une autre équipe, par exemple, est-ce que dans un autre contexte, est-ce qu'on verrait le même joueur, tu vois? Est-ce qu'on verrait le joueur qu'on a là, tu vois? Est-ce que s'il avait été Wizards à la place d'Alex Sarr, c'est pas le même poste exactement, pas le même registre, mais est-ce qu'ailleurs, dans une équipe très très faible ou dans une équipe foutue différemment que les Hawks, est-ce qu'on verrait le même Zachary Reza Shea? Je pense que ça c'est intéressant. Tu as tout à fait raison. Et je pense que, tu vois, par exemple, on parlait de Milwaukee hier, tu sais, sur Giannis, là, sur Atlanta, sur la possibilité d'Atlanta de faire Giannis. Je pense que Reza Shea, paradoxalement, aux Bucks, il pourrait tourner à 18 points par match dans une équipe très faible. Donc, ça serait pas 18 points très parlant. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne à part des fois les points par match selon la situation. Si tu mets 18 points par match aux Nets, c'est pas la même chose que les mettre dans d'autres équipes. Et bien sûr que les 18 points par match de Reza Shea potentiel, hypothétique, que je viens d'inventer à Milwaukee, n'auraient pas la même valeur que dans d'autres franchises. Mais je pense qu'on verrait exactement comme tu as dit, à mon avis, un autre joueur un peu plus impactant en attaque. Et après, la notion de temps que tu évoques, elle est importante. Alors peut-être qu'on a plus tendance à l'indulgence. Je sais que parfois vous nous dites dans les commentaires, c'est parce qu'il est un tel est français, alors vous êtes comme ça, un tel est français. Donc, mais oui, peut-être parce qu'on l'a un peu plus vu que d'autres prospects avec lesquels on est moins patient, j'en sais rien. Mais il mérite d'avoir du temps. Les prestations qu'il fait, elles sont pas catastrophiques. Elles sont juste analysées peut-être différemment de celles d'autres first picks sur d'autres années que là, quoi. Je pense qu'elles sont même loin d'être catastrophiques, ces prestations. Après, c'est vrai c'est sa 2e année, il a très bien fini la première. Tu as envie de voir un espèce de, tu vois, un truc dans le prolongement, pas un bond en avant, mais une forme de progression qui est pas palpable sur ce début de saison. Mais on sait que ça peut changer dans les prochains mois aussi.
Voilà, pardon. Voilà pour les questions de cette semaine, les gars. Voilà pour tout ce que vous nous avez envoyé. Je sais qu'on n'a encore pas pu poser toutes vos questions. N'hésitez pas à lancer. Juste, il y en a souvent qu'on envoie au buzzer le vendredi ou le vendredi soir, mais il arrive souvent qu'on enregistre quand même un tout petit peu avant le samedi, vous en doutez. N'hésitez pas à les envoyer tout au long de la semaine, même le lundi, si la question vous y pensez le lundi, à l'adresse cqfr.reverse@gmail.com. Ouais, t'as bien fait de rappeler l'adresse. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui nous l'avait demandé une fois en commentaire. Ouais. J'avais répondu, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne la connaissent pas encore. Alors, on l'a donné beaucoup plus à une époque. C'est vrai que j'ai arrêté ce truc-là. Du coup, moi-même, des fois, je l'oublie. On se retrouve demain pour un Pop culture. Hoop Culture. Je cherchais le nom. J'ai absolument. failli dire Hoopcast. C'est pas On devient pareil. vieux, vous savez. Ouais, c'est pas la même chose. Ça n'existe plus. Hoop Culture, Pierre Armand et Théo. Et lundi, CQFR du week-end. Allez voir on résume le week-end. Allez voir les 3 infos essentielles de Pierre Armand à chaque fois sur nos réseaux sociaux, parce que c'est quand même très très drôle. Pierre Armand a un talent de comédien que la France entière lui envie. Voilà. Même Christian Clavier, ceux qui suivent le culture Même Christian auront la Clavier. ref. Il a une plus grande variété de rôles que Christian de jeux que Christian Clavier. En plus. C'est clair. Et bah écoutez, sur ces belles paroles, on se retrouve lundi. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. 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 Game is out there, and it's either play or get played.